Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Un livre, un auteur. Vous êtes débordés, vous pliez sous les tâches à accomplir, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ne paniquez pas, Daniel Neury est là. Bonjour Daniel Neury. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Plus efficace sans travailler plus, que je montre aux téléspectateurs, donc aux éditions Vuibert. Vous avez créé une société qui s'appelle Extraland, donc, qui fait du conseil en management. Et donc votre méthode, Statera, c'est une méthode que vous avez créée vous-même à partir de vos expériences, de vos vécus. Pourquoi Statera? D'où vient ce nom en fait? Effectivement, quand j'ai modélisé la démarche, en fait, j'ai pris l'image d'un bras de levier et ça m'a assez rapidement rappelé la balance romaine qu'on voyait autrefois sur les marchés. Et puis en cherchant des images de balance romaine, je suis tombé sur le mot Statera, qui est son autre appellation, d'ailleurs que je ne connaissais pas. J'ai trouvé que c'était assez un mot facile à retenir et qu'on pouvait prendre pour nommer la méthode, tout simplement. D'accord. Et donc pourquoi une nouvelle méthode? Parce qu'il existe beaucoup de guides Alors, sur le moi, marché. ce que j'ai cherché à faire, c'est une méthode qui soit à la fois globale, c'est-à-dire que je parle à la fois de la vie professionnelle et de la vie privée, qui soit progressive, parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages, mais qui me présentaient souvent la situation idéale, mais je me pose la question comment je fais pour y arriver. Donc il fallait quand même décrire un petit peu le chemin, et puis on sait tous que c'est quand même pas évident, donc il va y avoir forcément des régressions, donc il faut savoir descendre la barre et remonter, donc en fait c'était construit par étapes. Donc voilà en gros les caractéristiques principales de la méthode et surtout aussi basée sur du concret, donc comment mettre en œuvre pour y arriver. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez essentiellement de déplacer les efforts plutôt que d'en faire plus, mais ça paraît un peu abstrait comme concept. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, effectivement, donc, sur le schéma qui représente la méthode, sur le bras de levier, il y a un gros pavé qui est notre quotidien. C'est ce qui nous prend en fait 80 à 90% de notre temps. C'est pas pour autant que c'est ce qui nous fait le plus avancer. Donc il y a un pavé un peu plus loin qui représente tout ce qui va concerner la clarification de nos objectifs, de nos buts, de nos plans. Et puis un peu plus loin, tout ce qui va concerner notre fonctionnement intime, c'est-à-dire nos valeurs, notre psychologie, etc. Et effectivement, si on reste sur notre quotidien, notre 80 à 90% de ce qui nous prend notre temps, on ne va pas forcément avancer plus. Donc une idée pour déplacer les efforts, c'est d'une part aller peut-être travailler un peu plus sur ces plans, pour ne pas faire seulement tout ce qu'on nous demande. En fait, c'est pouvoir faire du tri pour justement sélectionner l'important. Voilà, donc il faut savoir décortiquer, prendre du recul finalement sur toutes les tâches qu'on a à faire. Voilà, exactement. Alors il y a également déplacer les efforts, ça veut dire, par exemple, si je fais un plan de journée, c'est me concentrer sur l'application de ce plan de journée. Si j'ai fait un plan de journée et puis que c'est une simple intention que je ne l'ai pas appliqué, ça n'a servi à rien. Donc en fait, une fois que je l'ai décidé, en fait, il faut jouer son plan de journée comme si j'avais écrit une partition de musique. Une fois qu'on a composé la musique, on ne la recompose plus, on joue la musique. Il faut tenir ses engagements. Voilà, donc c'est une façon de déplacer l'effort qui est de dire une fois que j'ai fait un plan, je m'attache à le respecter. Donc il y a une question de discipline. D'accord. Et donc ça va également relâcher la pression parce que quand on joue son plan de journée, on est moins impliqué dans la tâche. Alors la base, finalement, la toute première étape, ça va être de rechercher, de comprendre ses propres difficultés. Donc on n'est pas directement dans l'action finalement. Non, la démarche est quand même très orientée sur le comment. Parce qu'effectivement, ça faisait partie des reproches que faisaient à certains ouvrages qui m'expliquaient pourquoi je n'y arrivais pas. En fait, au départ, ce qu'on cherche, c'est quand même expliquer que toutes les actions ne donnent pas les mêmes résultats. Effectivement, si je travaille uniquement sur du quotidien, si je fais plus de mails que j'en faisais la veille, je fais encore plus de la même chose. Tandis que si j'ai clarifié mes objectifs, je vais voir des choses que je ne voyais pas avant. Donc, je cite toujours l'exemple, quand vous changez de voiture, qu'est-ce que vous voyez dans la rue? Il y a des chances qu'on voit la même. Quand j'explique ça en séminaire, il y a une participante qui dit oui, quand j'étais enceinte, je me suis mis à voir des femmes enceintes partout. Et un autre séminaire qui me dit, moi c'est des poussettes, maintenant que j'ai une poussette d'enfant, j'en vois partout. À partir du moment où vous avez clarifié vos objectifs, vous captez des informations que vous ne voyiez pas forcément avant, ça ne demande aucun effort. L'effort qui vous a été demandé, ça a été de clarifier les objectifs. Et en même temps, ça vous permet de filtrer des informations parasites, parce qu'on est tous envahis par des centaines, voire plus d'informations qui sont là pour vous perturber, vous interrompre ou déconcentrer. D'accord, donc tout devient plus facile finalement, il faut vraiment s'éclaircir les idées, c'est ça? C'est pas quand même gagné d'avance, je veux dire, ça demande un effort personnel, et c'est aussi une des philosophies de la méthode, c'est que pour y arriver, c'est pas rendre les responsables les autres de ces difficultés. Comme j'avais une assistante de direction qui, de par son métier, effectivement,
était toujours dérangé. À la fin d'une formation, elle m'a dit, effectivement, maintenant que j'ai appris un certain nombre de choses, je vais m'y prendre autrement. Je ne veux pas pour autant dire qu'elle sera moins dérangée, mais peut-être qu'elle sera plus concentrée, que également les autres le verront, et donc elle va le vivre autrement, on va dire. D'accord. Donc c'est pas la faute des autres, mais c'est pas non plus que ma faute finalement. Enfin, il faut aussi pouvoir se déculpabiliser. Oui, alors il y a une des réponses par rapport à la culpabilisation, c'est de savoir également dissocier l'action des résultats. C'est-à-dire que vos résultats ne dépendent pas que de vos actions. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas aller au maximum. Donc j'explique, par exemple pour une négociation, moi j'ai fait mon maximum, j'ai préparé une négociation pendant 2 jours, et je suis rentré dans la réunion qui a duré une petite heure, et ça s'est bien passé. Mais je n'avais pas de stress parce que je m'étais dit, j'ai fait mon maximum, quoi qu'il advienne, je verrai bien ce qu'il advienne. Ça ne dépend plus que de moi, pas que de moi, je veux dire. Donc c'est vrai pour un commercial, mais c'est vrai pour n'importe qui. Mais malgré tout, il faut garder l'accent sur la qualité. Il ne faut pas seulement se dire, bon, j'ai fait mon maximum, bon, tant pis si c'est mauvais. Ah non, oui, donc effectivement la qualité. Et puis, au-delà de la qualité, il y a un point qui est important, c'est la clôture. C'est-à-dire que si je commence quelque chose, c'est pour le terminer. Parce qu'un des risques, et qu'on vit tous souvent, c'est ce qu'on appelle papillonner. C'est-à-dire que je commence quelque chose, je m'interromps, je fais autre chose, je m'interromps. Et on arrive à la fin de la journée, en fait, on a beaucoup agi, mais on n'a pas forcément beaucoup avancé. D'accord, donc l'action est importante, mais les objectifs, il ne faut pas les oublier. Voilà. Alors l'objectif, ça peut être quelque chose d'ambitieux, d'important, mais ça peut être simplement de clore la tâche qu'on vient de commencer. Donc il y a différents niveaux, en fait. D'accord. Alors, les personnes perfectionnistes, alors vous trouvez que c'est complètement contre-productif. Comment on fait quand on est perfectionniste pour changer sa mentalité, pour évoluer, pour s'adapter ? Il faut s'obliger justement à, moi j'appelle ça à livrer, donc, parce que souvent dans les métiers du service, on est amené à remettre des documents, que ce soit des comptes rendus de rayon, des dossiers ou des courriels. Et une des méthodes pour mettre la balle, pour clore, c'est de mettre la balle dans l'autre camp. Et donc il ne faut pas attendre d'être fin prêt, d'avoir tout finalisé pour pouvoir livrer. À un moment donné, il faut livrer un état qui est ce qu'il est. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui voulait créer une société avec un logiciel, comme je l'explique dans le livre. Pendant 2 ans, il nous a expliqué qu'il mettait au point son logiciel. Finalement, il ne l'a jamais mis au point. Parce qu'il n'est jamais allé se confronter au marché pour voir qu'en fait, peut-être ce qu'attendaient les gens, c'était quelque chose de différent. D'accord. Mais quelle démarche psychologique on a dans ces cas-là pour se dire, bon allez, cette fois-ci, je le rends, ce dossier ? Il faut le faire, il faut oser. Effectivement, une des difficultés, c'est le regard de l'autre. Donc à un moment donné, dire, je m'arrête, je livre ça, parce que je pense que ça suffit. Donc en même temps, il faut peut-être aussi avoir posé la question par rapport à ce qu'on vous a demandé. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que l'attente, vous me demandez de faire tel dossier? Est-ce que c'est un dossier qui va faire 1 page, qui doit faire 3 pages? En fonction de ça, le délai que vous me demandez, je ne vais pas apporter la même réponse, si vous voulez. D'accord, donc fixer finalement des choses concrètes à l'avance. Il faut un peu négocier, peut-être aussi, si on vous demande de faire ça, mais vous le voulez pour quand? Ça doit avoir quelle forme? Alors que, bien sûr, il peut arriver qu'on parte tête baissée, et puis sans trop demander, puis on va sortir quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que l'autre a demandé, D'accord. Ce qu'il attendait. Et quand votre supérieur, finalement, vous demande des délais, ça peut arriver, qui sont complètement intenables, comment vous réagissez par rapport à ça? Il faut peut-être poser la question, qu'est-ce que je dois privilégier? Est-ce que c'est ça que vous m'avez déjà demandé, ou est-ce que c'est tel autre, ou... C'est peut-être aussi une question de renégociation par rapport aux priorités. Si vous n'êtes pas à même vous-même de définir vos priorités, peut-être que vous pouvez reposer la question, parmi ces 2 tâches, quelles sont les plus prioritaires? D'accord. C'est une petite astuce, on va dire. Voilà. Alors, on a tendance à penser généralement qu'au début de la journée, il faut évacuer les tâches rapides, les tâches faciles, et comme ça, après, on prend plus de temps sur les tâches plus lourdes, plus importantes. Vous préconisez l'inverse. Exactement. Alors pourquoi, finalement? Ça correspond, c'est aussi une façon de déplacer les efforts, qui est de dire il vaut mieux s'attaquer aux tâches difficiles. J'ai même expliqué la notion de pierre philosophale en disant qu'il faut rechercher les difficultés. Parce que c'est quand on traite les difficultés qu'on fait la différence. Je donne l'image du vélo. À bicyclette, dans les courses, du moins, c'est dans la montagne qu'on fait la différence. Donc c'est là où c'est difficile. Et donc, effectivement, la tendance nous entraîne à peut-être commencer par le plus facile.
Et puis, pour l'avoir vécu, notamment dans une réunion, où j'assistais à un directeur de projet, il dit bon, on va commencer par ce point de l'ordre du jour qui est le plus simple. Évidemment, la réunion a duré et on est arrivé à la fin de la réunion sans avoir traité les points difficiles. Donc, je donne des exemples de gens qui préconisent justement ça. Par exemple, Donald Trump qui lui, cherche à répondre aux appels d'offres les plus difficiles parce que c'est là où il y a le moins de concurrence, peut-être les marges seront les plus élevées. Également, Bill Gates qui dit « j'organise de temps en temps des réunions de problèmes difficiles ». Bon, je n'ai pas entendu ça souvent dans les entreprises. Yannick Noah qui dit « si le champion à la fin si le sportif à la fin d'un entraînement entre au vestiaire, le champion lui continue. Et s'il voit une route qui monte et une qui descend, il préfère celle qui monte ». D'accord. Mais c'est aussi une question de personnalité, parce qu'il faut quand même oser, avoir envie d'affronter les difficultés. Il faut commencer petit, il faut comprendre d'abord, il faut comprendre, donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées dans l'ouvrage, et après il faut arriver à le mettre en œuvre. Donc on peut commencer petit. Peut-être que la première difficulté, c'est peut-être une des tâches qu'on avait repoussées depuis 2-3 jours. Et la question qu'on peut se poser, si je n'avais qu'une chose à faire aujourd'hui, laquelle est-ce que je ferais ? D'accord, pas se fixer des ça, tâches. C'est un moyen de faire ressortir l'important. Pas que ce soit trop difficile pour ne pas se décourager dès le départ. Voilà, alors également, bon, si c'est difficile, peut-être qu'il faut couper la tâche en sous-tâches plus simples. D'accord. Et donc, quand on est vraiment la tête sous l'eau, qu'on est fatigué, à court d'énergie, c'est peut-être là, finalement, qu'il faut faire les tâches les plus faciles ? Voilà. Donc, effectivement, faire les tâches difficiles, c'est bien quand on est en forme. Mais il nous arrive tous, comme on dit, d'avoir la tête sous l'eau et puis d'être au fond du trou. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il est illusoire de vouloir recommencer par les choses les plus difficiles. Il faut retrouver de l'énergie. Par exemple, pour moi, je recommence par faire du physique, du rangement, des choses qui ne prennent pas forcément intellectuellement ou émotionnellement la tête. Et puis petit à petit, de manière mécanique, automatique, on se remet en route. Donc c'est à chacun de retrouver ce que j'appelle le scénario de redémarrage. Mais ne pas faire trop durer non plus et à nouveau s'enfoncer dans la... Bon, ça dépend de la difficulté qu'on a rencontrée précédemment. D'accord. Il faut aussi savoir prendre du repos. Alors effectivement, donc ça c'est un point que je souligne, et notamment en reprenant ce qu'avait dit lors d'une interview Fabrice Santoro, qui est un champion de tennis. Il expliquait que jusqu'à l'âge de 25 ans, il s'entraînait parce qu'il avait peur d'être dépassé par les autres. Et puis un jour, il a compris qu'il fallait aussi se reposer. Et quand on voit justement les blessures à répétition des champions de haut niveau, et en même temps la longévité de sa carrière, ça interpelle quand même en se disant peut-être de temps en temps, il faut savoir s'arrêter. Donc lui, il synthétise en disant la récupération fait partie de l'entraînement. D'accord. Donc tout ça finalement, c'est réellement essentiellement une question de mental, de changement d'habitude. Voilà. Donc il y a également, il y a des choses très opérationnelles qui sont décrites, comment travailler, et puis il y a des choses qui sont des changements de vision, des changements d'attitude. D'accord. Alors, vous parlez dans votre ouvrage aussi de la vie privée. C'est aussi important pour vous d'équilibrer la vie privée que la vie professionnelle ? Comment pourrait-il en être autrement ? Je veux dire, si on est heureux dans son travail, on le sera dans sa vie privée. Et inversement, il ne faut pas non plus que le travail prenne le pas sur la vie privée. Donc ça, c'est dans le volet plus fonctionnement intime, psychologie, où on aborde les aspects valeurs, priorités majeures. Et vous pouvez quand même vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus important entre mon travail ou ma famille ? Notamment parce qu'on vous demande de rester tard le soir. Bon, à vous de faire l'équilibre, la part des choses, mais d'avoir clarifié ces points vous aide à prendre des décisions. D'accord. Alors, on a beaucoup quand même de cadres, de dirigeants, d'entrepreneurs qui disent qu'il leur faudrait des journées de 30 heures pour réussir à accomplir tout ce qu'ils ont à faire. Donc finalement, est-ce que c'est pas un petit peu utopique de se dire qu'on arrivera à tout faire finalement ? Justement, ça c'est un peu D'ailleurs, ce qui m'est arrivé aussi à moi, c'est qu'au départ, je voulais tout faire. Et maintenant, je suis dans une démarche où je cherche à aller un petit peu plus loin. Là, sur mon bras de levier de la balance romaine, la Statera, c'est au lieu de regarder le quotidien, c'est plutôt de me poser des questions. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour en faire moins ? Et à partir du moment où je me pose la question comment m'y prendre pour en faire moins, je vais m'obliger à être beaucoup plus sélectif. Et donc m'attacher à traiter des choses beaucoup plus importantes. Parce que si on veut tout faire, on va s'intéresser à traiter des choses qui n'en valent pas forcément la peine et on va être complètement submergé. D'accord. Donc pour résumer, en gros, travailler plus efficacement sans travailler plus, ça ne veut pas dire malgré tout sans effort en fait, c'est quand même du travail. Non, mais ça veut dire que l'effort, on ne le porte pas sur les mêmes choses, on va le porter sur
la clarification de ses plans, une meilleure connaissance de soi. Si j'ai fait un plan, ça veut dire qu'il va falloir que je m'oblige à le respecter dans l'ordre tel que je l'ai fait, ou alors ça veut dire que l'ordre tel que je l'ai fait, il n'était pas bon. Donc c'est la construction du plan à ce moment-là qu'il va falloir que je travaille un peu plus. C'est de la discipline, c'est des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'on a... C'est pas forcément faire beaucoup de choses, mais c'est déplacer. C'est le choix également de ce que je vais prendre comme tâche à réaliser, peut-être commencer par l'important, des choses de ce type. D'accord. Eh bien, Daniel Neury, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, j'espère que vous avez trouvé quelques pistes intéressantes pour pouvoir avancer dans vos projets. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition d'un livre à un auteur.